Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Les titres de ce mercredi 10 novembre. C'est fait. Christian Bourquin a été élu sans surprise à la tête de la région ce matin. Les parkings du centre-ville de Nîmes sont-ils trop chers? Réponse dans ce journal. Et le carré d'art de Nîmes accueille Pedro Cabrita Reis. L'artiste travaille sur les éléments indispensables à la vie. Tout un programme. Ce matin, Christian Bourquin s'est donc installé à la tête de la région en lieu et place de Georges Frêche, décédé le 24 octobre dernier d'un arrêt cardiaque. Christian Bourquin avait été désigné candidat pour la gauche par le groupe PS et divers gauches du Conseil régional quelques jours seulement après le décès de Georges Frêche. Ce matin, Christian Bourquin a annoncé la couleur, suivre la voie de Georges Frêche et rassembler la gauche. Reportage Alexandre Grélier. Nombre de suffrages exprimés 67, la majorité absolue 34. Ont obtenu Bourquin Christian 44 voix. Il est un petit peu moins de 11 h ce matin et le nouveau président de région savoure son triomphe, avec tout de suite la volonté de rassurer sur la continuité qu'il représente par rapport au précédent président. Je le dis tout net, avec toute l'admiration et l'indéfectible affection qui me lie à lui, je ne saurais rivaliser avec cet homme d'exception. Devenu aujourd'hui président de la région Languedoc-Roussillon, je souhaite, avec vous et en équipe, inscrire mon action dans sa continuité. La continuité donc, mais aussi l'unité avec les adversaires d'hier. Deux aspects que Christian Bourquin avait voulu mettre en avant dès son arrivée dans l'hémicycle, un peu avant 10 h. Georges Frêche nous a appris à travailler en équipe. Et aujourd'hui, on a cet héritage en main. C'est bien la preuve que Georges Frêche n'était pas un autocrate et qui nous a habitués à travailler en équipe pour que la succession se passe ainsi. Aussi bien, rapidement, limpidement. Et vous le voyez, on est tous ensemble. Pas du tout d'état d'âme à avoir. Vous savez, nous sommes dans une démocratie. Le Christian Bourquin donc a été désigné et donc nous serons bien sûr tous à ses côtés. Mais je crois que c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est d'être dans la continuité de l'œuvre du président Georges Frêche et nous ferons tout en sorte que nous soyons non seulement à la hauteur, que les engagements soient respectés par rapport à la population du Languedoc-Roussillon. La gauche s'est donc présentée unie ce matin pour cette élection. Il valait mieux car il y avait 3 autres candidats, la Front National France Jamais, la centriste Annabelle Brunet et l'UMP Stéphane Rossignol. Mais au final, pas une voix n'a manqué au nouveau président. Et comme son prédécesseur l'avait fait en avril dernier, Christian Bourquin a immédiatement proposé aux membres de l'opposition d'intégrer la commission permanente. Nous espérons que l'opposition pourra aussi avoir toute sa place et que la majorité lui laissera la place qui est la sienne. C'est-à-dire qu'on ne sera pas non plus dans l'opposition systématique totale et que nous attendons de la part de la majorité, là aussi, lorsqu'il y aura de notre part des propositions qui vont dans le sens de l'intérêt général, qu'elles puissent être retenues. Après l'unité affichée au niveau régional, reste à Christian Bourquin à rassurer la direction du PS. Lors de la conférence de presse qui a suivi la séance plénière, le nouveau président de région s'est montré confiant quant à sa capacité à renouer avec Solferino. Les semaines à venir diront si c'est juste ou vu de l'esprit. Et pour éviter le cumul des mandats, Christian Bourquin a dû démissionner hier de sa présidence au Conseil général des Pyrénées-Orientales. Parmi les votants, Damien Alary, le président du Conseil général du Gard, il s'était présenté de son côté candidat à la succession de Georges Frêche, mais n'avait pas été retenu par les élus divers gauche du Conseil régional. On écoute sa réaction à l'issue de l'élection du président de région au micro d'Alexandre Grélier. C'est l'unité qu'aurait souhaité le président de la région, Georges Frêche. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de poursuivre son œuvre, les grands travaux engagés, qu'on aille au bout, pour les habitants de ce territoire, de cette magnifique région, comme l'a décrit Christian Bourquin. Alors, l'heure n'est pas aujourd'hui à une division, même si j'ai été candidat à la présidence, mais c'est une page tournée pour moi.
Politique toujours dans le Gard, les militants de la Fédération du Parti Socialiste ont voté aussi hier pour élire le premier fédéral et c'est sans surprise Alain Tesser qui a été élu avec plus de 95% des voix. Pourtant proche de Georges Frêche, Alain Tesser a décidé de faire table rase du passé, son souhait travailler avec l'ensemble des militants. On l'écoute. La situation était plus que compliquée, elle était complexe, quelquefois elle était ubuesque parce qu'on avait l'impression d'un malentendu total entre nos camarades parisiens et nous-mêmes. Cela dit, bon, il est vrai qu'aujourd'hui on traverse une période particulière, une page de notre histoire locale est en train de se tourner avec le départ de Georges Frêche et qu'au fond ce qui faisait problème hier donc et qui stigmatisait un petit peu les deux camps n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et aujourd'hui il faut profiter de ce changement pour rentrer dans une période d'apaisement, de rassemblement et faire en sorte que cette fédération puisse se remettre au travail et se faire au travail de façon rassemblée, unie, parce que nous avons quand même des échéances importantes à venir. Une volonté donc de rassemblement qui pourrait passer par la nomination au poste de deuxième fédéral de Nicolas Cadenne, proche d'Hélène Mandroux aux dernières élections régionales. On l'écoute. La page des régionales est tournée définitivement, mais elle était déjà tournée avant le décès du président de la région, puisqu'on avait fait notre accord au niveau local et puis après au niveau national avec la décision du Bureau national du Parti socialiste, avant la décision de Georges Frêche, pour acter le fait qu'il y aurait les deux sensibilités qui dirigeraient cette fédération, avec comme premier fédéral Alain Tesser et normalement comme premier fédéral adjoint moi-même. Nicolas Cadenne sera fixé sur son sort le 18 novembre prochain. Les agents de Pôle emploi étaient en grève hier dans le Gard. Près de 60% du personnel était mobilisé. Les grévistes dénoncent les conditions de travail qui se dégradent, notamment depuis la fusion des structures ACDIC et ANPE il y a 2 ans. Et cerise sur le gâteau pour les salariés, la direction de Pôle emploi a annoncé la suppression de 1800 postes en 2011. Reportage Maxence Kerebel. Les agents sont obligés de gérer en permanence l'urgence. Une assemblée générale aux aires de thérapie de groupe. 2 ans après la création de Pôle emploi, la fusion ANPE-ACDIC ne semble toujours pas digérée par ses agents. En cause, l'insuffisance de temps de formation, mais surtout le manque d'effectifs. L'annonce la semaine dernière de la suppression des CDD a mis le feu aux poudres. Nous sommes obligés de recourir sans arrêt à des plateformes de traitement centralisées, à des plateformes de traitement au niveau du téléphone avec notamment des CDD. Sur certains sites, vous l'avez entendu, on est quand même à 1 mois de traitement. Allez expliquer à un demandeur d'emploi, vous, qu'on n'a pas le temps de traiter et qu'il aura son revenu de remplacement que le mois suivant. 198 000 chômeurs en Languedoc-Roussillon, environ 2000 agents de Pôle emploi pour les indemniser et leur trouver un travail. À la direction régionale, on ignore pour l'instant dans quelle mesure la baisse des effectifs au niveau national se fera sentir ici. Mais face au mécontentement des agents et peut-être des usagers, le directeur tient à rappeler que le délai moyen de traitement d'un dossier est descendu à 5 jours. Le nombre de demandeurs d'emploi pris en charge en moyenne par un conseiller dans notre région est de l'ordre de 120. Des chiffres de cette nature ne peuvent pas être satisfaisants. Les chiffres, pour moi, seront satisfaisants quand nous serons à la conjonction à la fois d'une amélioration de la situation économique, d'une diminution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits, d'une augmentation des offres d'emploi collectées et globalement d'une satisfaction de mes collaborateurs. En d'autres termes, mieux vaut miser sur la baisse du chômage que sur la hausse des effectifs à Pôle emploi. Cet argument satisfera-t-il les agents? Aujourd'hui, 42% d'entre eux ont fait grève dans la région. Plus d'une agence sur 3 a été fermée. Le Secours catholique tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le département. La pauvreté augmente. L'an dernier, le Secours catholique du Gard a accueilli 5000 personnes, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à l'année précédente. Écoutez Éric Timel du Secours catholique du Gard. Ce qui est particulier au Gard, ou ce qui est particulièrement fort dans le Gard, c'est la proportion de femmes chefs de famille monoparentales, puisqu'il y a 36% des personnes que nous accueillons qui sont dans cette situation. Et cette situation, elle est probablement due à l'attractivité
de la région et du Gard en particulier, qui font que beaucoup de familles viennent du reste de la France. Et puis à un moment donné, il y a une séparation qui fait que l'un des deux conjoints reste seul avec des enfants, souvent sans emploi et systématiquement éloigné de sa famille. Et on constate que l'un des facteurs qui peut réduire la pauvreté, c'est la solidarité familiale. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la CMU complémentaire soit élargie et qu'elle soit accessible à un plus grand nombre de personnes et donc qu'on relève le seuil de revenus qui permettent de bénéficier de la CMU. Sinon, on va avoir de plus en plus de gens qui ne pourront pas se soigner dans le domaine auditif ou dans le domaine dentaire par exemple. En France, près d'1 500 000 personnes ont franchi la porte du Secours catholique l'année dernière. On vous en parlait en début de semaine, le poste de police du Chemin Bas à Nîmes, qui avait été épinglé par le médecin de la prévention de la police. L'établissement avait été jugé insalubre. Et pour l'instant, le bureau de poste de police reste ouvert au public, mais des travaux devraient être entrepris. Les explications du directeur de la police au micro d'Alain Bellon. En ce qui nous concerne au niveau de la direction départementale de la sécurité publique, nous allons effectuer tous les travaux nécessaires pour que ces locaux soient dignes de fonctionnaires de police et de l'accueil du public que nous recevons. Mais d'ores et déjà, il est hors de question, et je répète bien, il est hors de question que nous quittions cet emplacement qui est stratégique pour nous. Donc nous resterons sur place et nous continuerons à exécuter toutes les missions pour lesquelles nous sommes implantés là-bas. Là, nous allons engager avec le propriétaire et le bailleur tous les travaux nécessaires. L'autre possibilité, mais là c'est encore qu'un projet, c'est le déplacement du bureau de police dans d'autres locaux. Mais je répète bien, pour l'instant ce n'est qu'un projet, il n'y a rien véritablement d'arrêté. Du public que nous recevons. Nous avons un petit souci dans ce sujet. On passe à la suite. La question mérite d'être posée. Les parkings du centre-ville de Nîmes sont-ils trop chers? À 6 semaines des fêtes de Noël, les commerçants du centre s'organisent pour attirer les clients dans leurs boutiques. Ils étudient notamment le moyen de paiement pour rembourser les tickets de stationnement. Une carte de paiement appelée Servicarte devrait prochainement voir le jour. Les explications d'Olivier Michel. Trouver une place en centre-ville de Nîmes s'apparente à un vrai parcours du combattant. Une fois garé, il faut s'acquitter du droit de stationnement. 1,40 € l'heure à l'eurodateur, et si vous optez pour les parkings de l'Esplanade ou des Halles, il vous en coûtera 1,60 €. De quoi réfléchir à 2 fois avant de venir passer 4 heures en centre-ville. Ah, ça joue, oui, effectivement. Le prix est quelque chose qui peut freiner les gens à venir se stationner en ville, c'est sûr. Oui, je viens moins souvent à cause de ça, effectivement. C'est trop cher. Les 3/4 du temps, je reste moins d'1 heure et je paie 1 heure. C'est un coût quand même important et il y a forcément un impact après sur le coût de la vie. Hein. Je trouve que c'est trop cher. Je préfère aller dans les grandes surfaces. Ouais. Afin de continuer à attirer le chaland en centre-ville, l'Office de commerce va mettre en place une nouvelle offre pour le stationnement. La Servicard, une carte de paiement de parking. Avec cette carte, ils se rendent chez les commerçants adhérents au système. À chaque achat, ils bénéficient de 2% de crédit parking. C'est-à-dire, vous achetez pour 100 € dans une boutique, vous avez 2 € de parking offert par les commerçants. Uniquement valable dans le parking des Halles, la Servicard devrait être mise en service sous 1 mois et sera progressivement rechargeable chez les 270 commerçants du cœur de Nîmes. De quoi fidéliser la clientèle, une clientèle qui rappelle que ce qui fait l'attractivité du centre-ville reste la spécificité de ses enseignes. On passe à la culture avec cette nouvelle expo au Carré d'Art, une exposition rétrospective consacrée à Pedro Cabrita Reis. Artiste contemporain portugais conceptuel, il travaille notamment sur les éléments indispensables à la vie. Reportage Nicolas Pinchino. Pedro Cabrita Reis est né en 1956 à Lisbonne. Il est considéré comme l'un des plus importants artistes portugais. Il aura fallu 2 ans à Françoise Cohen, la directrice du musée d'art, pour le faire venir à Nîmes.
C'est un artiste qui présente beaucoup, qui expose énormément, notamment en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais beaucoup en Europe. Et donc, c'est vrai que l'occasion, j'avais très envie de montrer son travail. L'occasion, ça a été de lier notre exposition du Carré d'Art à une itinérance, c'est-à-dire que l'exposition, certaines pièces ont été montrées à Hambourg. Derrière nous, elles vont être certaines œuvres évoluent en fonction de l'espace. À Carré d'Art, l'architecture de Norman Foster aura inspiré l'artiste portugais. J'ai rêvé que votre maison était une ligne, l'œuvre qui occupe une grande partie de l'espace central du musée avec sa couleur orange vif ne manquera pas d'attirer l'œil du visiteur. Il a une unité spécifique qui est battue, qui a été construite pour justement positionner l'ensemble de mon œuvre par rapport au public nîmois et au public français. D'une façon presque, une ambition de perfection bien sûr. Et à ce moment-là, on est très content parce que l'expo a une unité, une cohérence assez solide. L'exposition à Carré d'Art retrace les 20 dernières années de création de Pedro Cabrita Reis. Au fil des salles, il exprime sa volonté de créer et de s'intéresser aux objets que la société dans laquelle il vit abandonne, jette ou détruit. Une exposition visible du 10 novembre 2010 au 23 janvier 2011, avant de laisser la place en février à l'artiste américain Larry Bell. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À suivre votre émission Tendido Sud présentée par Christophe Ché. Demain, c'est jour férié. On se retrouve donc vendredi à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur Télémiroir.